Salut à toutes et à tous, vous écoutez French Listen, le podcast où on décortique ensemble comment progresser en français sans prise de tête. Ici Sandra, à Paris, et je suis hyper contente parce qu'aujourd'hui, on va parler... le grand mystère. Comment prononcer comme un natif? Oui, rien que ça. Mais heureusement, comme d'habitude, j'ai Bernard à mes côtés. Ça va Bernard? Oui, ça va très bien, Sandra, merci. Même si, attends, laisse-moi raconter, j'ai pas toujours eu la vie facile côté prononciation. Bon, faut que j'avoue une anecdote. Ma première conférence à Paris, j'ai voulu dire rouge avec mon plus bel accent, et tout le monde s'est arrêté de parler et m'a fixé. Genre quoi? Apparemment, j'ai complètement saboté le son. C'est fou comme une syllabe mal placée peut tout changer, non? Mais oui! Et justement, on en parlait dans notre tout premier épisode, il y a une différence énorme entre parler couramment et vraiment capturer ces petits sons, cette musicalité des natifs. T'as beau maîtriser tout le vocabulaire, si tu dis rouge comme je sais pas, rock, ça bloque. Exactement. Et ce qu'on veut explorer aujourd'hui, c'est justement comment ça s'apprend, est-ce vraiment possible et est-ce si important que ça d'ailleurs? Franchement, moi je dois le dire, les sons nasaux, ça a été mon cauchemar quand j'étais ado. Je me trompais toujours entre pain et pain. Genre, la prof voulait que je dise le mot du pain, et moi je parlais des pins. Les arbres, pas le pain. C'est subtil, mais bon, c'est pas la même. Mais oui, c'est fascinant, parce qu'en fait notre langue maternelle joue vraiment le rôle de filtre auditif. On croit entendre certains sons juste parce qu'ils existent chez nous, alors que parfois, ils n'existent pas du tout. C'est ce qui fait que, par exemple, un anglophone va systématiquement mélanger le U et le OU. Aucun des deux n'existe vraiment en anglais, pas de la même manière. C'est vrai. Et puis il y a cet aspect un peu gênant. Je veux dire, qui n'a jamais rougi en entendant son accent ou en s'auto-corrigeant à voix haute? D'ailleurs, j'aimerais bien savoir, pour les auditeurs, est-ce que ça vous bloque parfois? Est-ce que vous hésitez à parler à cause de ça? On n'est pas seul, hein? Oh non, pas seul du tout. D'ailleurs, je pense qu'on le disait aussi la dernière fois. La confiance, c'est la moitié du travail. L'autre moitié, c'est la pratique. Et les petites astuces, bien sûr. Alors justement, parlons des voyelles, les fameuses. Bernard, tu veux commencer par beau et bon? Ah oui, alors beau, le O bien rond et fermé, et bon avec ce on nasal. C'est tellement proche à l'oreille, mais pas du tout pareil. Et si tu veux vraiment rire, la première fois que j'ai essayé de commander de l'eau et j'ai fini par demander eau, la serveuse m'a regardé genre « il veut monter où lui ?» Excellent. Bon allez, je lance un petit exercice sonore pour celles et ceux qui écoutent. On va répéter avec moi, genre beau, bon, beau, beau. On sent la différence, non? Et je rajoute, attention piège, c'est pas parce que tu entends une petite variation que ton cerveau va la reproduire tout de suite. Moi, je me suis fait piéger 1000 fois avec O et O, vraiment. Ah, alors là, je peux pas résister. Écoute ça, Sandre. Rrrr. Bernard, tu m'as pris de court là. Mais tu sais quoi? Ce fameux R guttural, c'est le cauchemar assuré. Et pourtant, si tu places bien ta langue, ça vient. Alors, je fais un petit mime. Ok, imaginez que vous faites un petit gargouillis au fond de la gorge, langue légèrement relevée. Mais surtout, ne forcez pas. Surtout pas. Ça, c'est le secret. Et un tout petit truc de prof de théâtre que j'adore, avant une scène où je devais dire « Arrêtez ce train !» je faisais genre « gargarisme avec de l'air, tu sais, sans rien ?» Ça délie tout, même si tu te sens un peu ridicule. On passe à l'entation, la musique du français. Tu sais, cette façon de monter la voix à la fin d'une question, genre « Tu viens ?» Oui, et justement, petit conseil, écoutez les chansons françaises. Je pense à Édith Piaf carrément. Son phrasé montre tellement bien la mélodie du français. Même si bon, je me risquerais pas à chanter, hein. Un jour, Bernard, un jour. Mais plus sérieusement, l'accent tonique en français, il est presque toujours à la fin du groupe de mots. Pas comme en anglais ou en espagnol où tu stresses vraiment une syllabe précise. Ici, c'est plus coulant, non? Oui, c'est ça. Mais en bossant l'écoute, on s'imprègne petit à petit. Toujours l'écoute. Bon alors, la grande question. Les liaisons. Petit souvenir gênant. Ma première présentation à la fac, j'ai tenté une liaison pas du tout obligatoire devant tout le monde. Je crois que j'ai annoncé
Les hommes honorent leurs promesses. Avec 2 liaisons de trop. Les Z, ils ont volé partout dans l'amphithéâtre. Eh oui, faut respecter la logique, mais aussi apprendre les grandes exceptions. Genre, des amis, là, la liaison se fait. Mais pas eux, il n'y en a pas. On va s'amuser. Tu veux répéter avec moi? Nous avons un ami, vous avez entendu? Allez, vous avez un ami, elles sont intelligentes, pas utiles. Voilà, ceux-là vous pouvez les essayer chez vous, dans la rue, dans le bus, n'importe où, hein. Ah, là ça se corse. Tu ou tout? Lune ou loup? Feu ou fou? Il y en a qui galèrent, Bernard? Je dirais 99,9% des apprenants, honnêtement. Le trick, c'est vraiment de s'écouter. Je propose un petit exercice tout simple devant un miroir. Essayez ou, u, ou, u. Voyez comme vos lèvres font pas la même forme. Génial! Et d'ailleurs, je lance un défi. À vous d'essayer les combinaisons en français et de voir là où vos oreilles décrochent. On s'auto-challenge ensemble? D'ailleurs, Bernard, tu penses quoi de l'imitation? Moi, j'ai toujours eu un petit faible pour les imitateurs, mais je sais pas si... Faudrait qu'on devienne tous des caméléons, tu vois? Et puis ce côté accent régional aussi, c'est fascinant. Je dirais, pour moi, le plus important, c'est d'être clair. Je me souviens, à l'école primaire, j'essayais de parler comme un vrai Parisien, sauf que j'avais un accent du Nord absolument indélogeable, et ça amusait surtout les copains. Mais c'est ça qui est beau, non? D'avoir sa propre sonorité. On n'est pas des robots, personne n'a un accent 100% natif. Faut pas non plus sacrifier sa personnalité juste pour quelques sons. Alors pour booster sa prononciation au quotidien, j'ai noté quelques pépites. Des podcasts natifs, comme le nôtre, des applis de répétition, YouTube pour voir la bouche des gens bouger, même les pubs dans le métro. Oui. Oh, et s'enregistrer puis se réécouter. Pas super agréable au début, mais moi, mes premiers podcasts, mon Dieu. Je me suis dit, qui est cette fille qui marmonne tout? Mais ça aide. Perso, je conseille de s'entraîner discrètement dans les transports. Ou, genre tu répètes après les annonces audio, prochain arrêt, gare de Lyon. Juste à voix basse, hein, sinon tu passes pour un... Enfin, voilà. On termine avec nos questions éclairs. Première question d'un auditeur. Comment gérer le E muet? Bernard, je te la laisse. Ouh, la bonne celle-là. Le E muet, faut l'oublier dans certains cas, sinon ça casse le rythme. Par exemple, dans « je t'aime », pas de E entre T et M. Mais attention, devant 2 consonnes, tu le gardes parfois, juste pour que ça roule mieux à l'oral. Deuxième question. Dois-je imiter un accent régional? Franchement, amuse-toi si ça t'éclate, mais c'est pas vital. Prends ce qui te plaît, voilà tout. Et enfin, comment trouver le bon rythme quand je parle? Écoute, enregistre-toi, imite un peu et surtout, souris. La fluidité viendra avec le plaisir. Bernard, c'est quoi ton mot préféré niveau sonorité? Libellule. Je le trouve magique. C'est doux et ça sonne tout en légèreté. Je l'avoue, j'essaie de le placer dès que je peux. J'adore. Allez, pour terminer, on se lance un dernier défi. Répétez 20 fois le rirard, le riron. On se plante à tous les coups et c'est ça qui est fun. Merci à toi Bernard, comme toujours. Merci à toi Sandra et merci à tous nos auditeurs. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de French Listen. À la prochaine. Allez, au revoir tout le monde. Continuez à parler, même si vous trébuchez parfois. C'est comme ça qu'on avance. À très vite. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui est une vraie montagne pour beaucoup d'apprenants du français, la prononciation. Ah oui, le fameux sujet. On a tous vécu ce moment, non? On a une phrase parfaite en tête, on l'a dit, et là, la personne en face a un regard un peu vide et dit « Pardon ?» Et on se demande « Mais qu'est-ce que j'ai mal dit ?» C'est un peu de là qu'on part. Qu'est-ce qui cloche vraiment? Oui. Pour explorer ça, on a un dossier vraiment varié cette fois. On a des conseils très pratiques d'un youtubeur Christophe. On a des documents universitaires assez pointus sur la perception. Oui, de l'Université de Toulouse. Exactement. Et aussi des articles de blog qui comparent les profs, qui décrivent des cours en ligne, sur Préplay, des ateliers à l'Alliance française. C'est très complet. On a de quoi faire. On verra que la prononciation, c'est beaucoup plus qu'une histoire de son. On est parti.
Et la première question est la bonne. Pourquoi c'est si difficile? Parce que ce n'est pas un manque d'effort, c'est clair. Non, vraiment pas. Et la réponse, en fait, elle est neurologique. Les sources académiques sont très claires là-dessus. Le concept central, c'est celui de crible phonologique. Un crible? Tu veux dire comme une passoire? C'est l'image parfaite, exactement. Il faut imaginer que entre 0 et 5 ans, notre cerveau, en baignant dans notre langue maternelle, il tisse ce filtre. Une passoire auditive, si tu veux. D'accord. Et cette passoire est calibrée à la perfection pour reconnaître les sons, le rythme, la mélodie de notre langue. C'est un outil super efficace. Oui, mais j'imagine que c'est un outil qui a ses défauts quand on change de langue. Voilà, c'est là que le problème commence. Quand ce filtre entend les sons d'une langue étrangère, il fait son travail de filtre. Il essaie de faire rentrer de force des sons inconnus dans les catégories qu'il connaît. Il arrondit les angles en quelque sorte? C'est ça, et ça crée ce que les chercheurs appellent une surdité phonologique. Par exemple, on n'entend pas la différence entre le U de rue et le OU de roue, parce que notre langue n'a peut-être qu'un seul son entre les deux. Le cerveau dit juste « hop, c'est la même chose », dans la même boîte. Ah, donc ce n'est pas que j'ai une mauvaise oreille ou que je suis nulle, c'est mon cerveau qui est trop bien programmé. Exactement. C'est hyper rassurant en fait. Ça déculpabilise complètement, on aborde le problème différemment. C'est le point de départ. Le cerveau n'est pas contre nous, il est juste hyper spécialisé. D'accord, alors si le problème vient de ce câblage, de ce crible, la question à 1 million, c'est comment on fait pour le pirater, le rendre plus souple. Et justement, la vidéo de Christophe semble proposer une approche qui met les manuels de côté. Complètement. Il dit que les méthodes classiques, très intellectuelles, sont souvent un échec pour la prononciation. Il propose 4 piliers. Le premier, et le plus fondamental, c'est de développer l'écoute. Mais une écoute très particulière. C'est-à-dire? On entend toujours « il faut écouter du français ». Oui, mais là, l'idée, c'est d'arrêter d'écouter pour comprendre. Il faut écouter la musique de la langue. La musique? Mm. Oui. Son analogie est excellente. C'est comme écouter une chanson, mais en ignorant le chanteur, pour se concentrer uniquement sur la ligne de basse, la batterie, la mélodie. En français, ça veut dire écouter l'intonation qui monte, qui descend, les blocs de mots. On devient un peu l'ingénieur du son de la langue, en fait. C'est ça. Le deuxième pilier, une fois qu'on a capté cette musique, c'est d'imiter, comme les enfants. Ils entendent, ils répètent, sans analyser. D'accord. Le troisième est passionnant, se reconnecter à son corps. Alors là, ça peut paraître un peu abstrait. Se reconnecter à son corps pour mieux parler, ça veut dire quoi, concrètement? Ah, mais c'est très physique. Parler, c'est un sport, ça engage des muscles. La source donne des exemples géniaux. Le R français, ce son guttural. Oui, le cauchemar de beaucoup de monde. Eh bien, pour le produire, il faut que tout le reste soit détendu. Si la mâchoire est crispée, le son ne sort pas. À l'inverse, pour différencier tu et tout, le son U de tu demande une vraie tension des lèvres vers l'avant. C'est un effort musculaire. Il faut le sentir. Je vois, c'est de la biomécanique en fait, pas de la magie. Exactement. Et le dernier pilier, la pratique par répétition espacée. Un classique, mais essentiel. Mieux vaut 5 minutes par jour qu'1 heure le week-end. Il suggère le shadowing. Le fait de répéter presque en même temps que la personne qu'on écoute? Voilà. Et surtout, s'enregistrer. C'est dur de s'écouter au début, mais c'est le seul miroir objectif qu'on ait. C'est une approche très complète pour la production. Mais il y a un autre aspect fascinant dans l'étude de Pierre Durand. Il s'intéresse aux apprenants déjà avancés, ceux qui arrivent à l'université en France. Oui, Pour eux, le défi n'est plus seulement de produire les sons, mais de décoder un prof qui parle vite, sans faire d'efforts pour eux, un flot de paroles continu. absolument. Durand dit qu'ils doivent développer une vigilance prosodique et phonémique. En clair, utiliser la mélodie pour découper la phrase au bon endroit et être super attentif aux petits sons qui changent tout. C'est là qu'on trouve ces exemples d'erreurs d'interprétation qui sont assez incroyables. Celle qui m'a marquée, c'est la phrase originale « La discussion entre dans une impasse ». Et l'étudiant a entendu, La discussion entre quand un nain passe. c'est parfait. C'est fou. Le cerveau préfère inventer une scène avec un nain plutôt que d'admettre qu'il n'a pas compris. C'est une illustration magnifique du crible phonologique en action. Le flux sonore de « dans une impasse » est flou pour une oreille pas habituée. Le cerveau entend un truc qui ressemble à « nain passe », ça a du sens. Une fois qu'il a cette encre, il va corriger le reste pour que ça colle. Notre perception n'est donc pas un enregistrement passif. C'est une reconstruction active, et parfois très très créative. On voit que le travail en autonomie est crucial. Mais il y a un moment où on a besoin d'aide. Et là, le premier réflexe souvent, c'est de chercher un orthophoniste.
D'après les sources, c'est une bonne idée. Le blog d'Isabelle Cottenet, une coach en prononciation, est très clair là-dessus. En France, un orthophoniste ou un logopède en Belgique, c'est un professionnel de santé. D'accord. Il traite des pathologies du langage, sur ordonnance. Un bégaiement, les suites d'un AVC. Or, un accent étranger, ce n'est pas une pathologie. C'est une interférence linguistique, une conséquence normale du crible. Ce n'est donc tout simplement pas leur domaine. Alors, vers qui on se tourne? Le bon spécialiste, c'est un coach en prononciation ou un professeur de français langue étrangère, le fameux prof de FLE, qui a une formation spécifique en phonétique corrective. Eux, ils ont les outils pédagogiques, pas médicaux. La distinction est importante. Et une fois qu'on cherche ce genre de prof, on tombe sur un autre grand débat. Faut-il absolument un prof natif? Intuitivement, on se dit que oui. C'est l'idée reçue par excellence. L'article du Quartier francophone la déconstruit très bien. Être natif ne donne aucune compétence pédagogique. C'est vrai que la plupart des natifs ne sauraient pas expliquer comment ils font un son. Exactement. Ils le font, c'est tout. Ils n'ont jamais eu à analyser leur propre langue. Alors qu'un excellent prof non natif, lui, il est passé par là. Il connaît les difficultés de l'intérieur. Il connaît les pièges, il peut faire des ponts avec la langue de l'apprenant. Il peut dire « Attention, chez nous on fait ça avec la langue, mais en français c'est différent ». C'est un avantage énorme. C'est ce que l'article appelle le biais de confirmation. Si on est convaincu qu'il faut un natif, on ne verra que ça. Alors que la vraie clé, c'est la compétence pédagogique, peu importe le passeport. Et en termes de format de cours, aujourd'hui, le choix est immense. Oui, on peut simplifier, il y a le choix entre cours individuels et cours en groupe. Une source comme Adam Lingua montre bien que le cours particulier est ultra efficace. C'est 100% ciblé et surtout 100% du temps de parole est pour l'apprenant. Ce qui est loin d'être le cas en groupe. Clairement. Ensuite, il y a les plateformes en ligne comme Preply ou Superprof. Leur force, c'est la diversité. On ne cherche pas juste un prof de français, on peut trouver un comédien pour la diction, un expert en préparation d'examen, un champion de débat. C'est l'hyper-spécialisation. Et à l'opposé, on a les formats plus classiques, comme les ateliers de l'Alliance française de Lille. Eux, ils apportent un cadre, une méthode éprouvée. Ils parlent de la méthode verbotonale, par exemple. C'est-à-dire? C'est une approche qui utilise des gestes, des mouvements du corps pour aider à percevoir et produire les sons. Et ça fait directement écho à ce que disait Christophe sur l'importance du corps. Tout se rejoint en fait. Les bonnes idées se rejoignent, oui. C'est fascinant parce qu'on parle d'une vidéo YouTube et on arrive à un atelier en groupe et au final, le message est le même. La prononciation, ce n'est pas juste dans la bouche, ça engage tout. Tout à fait. Et pour bien visualiser ça, le MOOC de l'Université de Toulouse a un schéma génial. Le modèle des cercles concentriques. D'accord, explique-nous ça. Imagine une cible. Tout au centre, le plus petit cercle, ce sont les voyelles et les consonnes, les sons. C'est la partie visible de l'iceberg. La base, ce à quoi tout le monde pense. Autour, dans un cercle beaucoup plus grand, il y a le rythme et l'intonation, la prosodie, la musique de la langue dont on parlait. Les sons se posent sur cette musique. Vouloir corriger les sons sans la musique, C'est comme décorer une maison qui n'a pas de fondation. l'image est parfaite, ça ne peut pas tenir. La musique avant les paroles, donc. Et après? Le troisième cercle, c'est la gestualité. Et elle est triple. Il y a les gestes invisibles dans la bouche, les gestes des mains qui accompagnent la parole et les gestes du prof pour aider. Une citation de la source dit tout. La libération du corps précède la libération de la parole. On y revient toujours. Et les cercles les plus à l'extérieur? C'est le contexte. L'ambiance dans la classe, le stress et même la culture. Certaines cultures sont plus extraverties dans leur manière de parler, d'autres plus retenues. Ça peut jouer sur la façon dont on ose se lancer. Cette vision à 360 degrés, elle est vraiment éclairante. Elle boucle la boucle avec l'idée de départ de la musique comme fondement de tout. C'est le système d'exploitation. Les sons ne sont que des applications. Si on résume, c'est un parcours passionnant. On a vu que la difficulté à prononcer est un processus neurologique normal, ce fameux crible, donc pas de culpabilité. Surtout pas. Que les stratégies qui marchent vraiment, c'est d'écouter la musique, de s'engager physiquement et de pratiquer un peu tous les jours. Qu'il existe une aide pro pour chacun, sans forcément se focaliser sur le prof natif. Et enfin, que c'est un système global. Corps, esprit, culture. C'est une excellente synthèse. Et ça nous amène à une dernière pensée. Une question que les sources soulèvent, sans forcément la poser directement. Je t'écoute. L'objectif final, est-ce que c'est vraiment d'effacer son accent? D'avoir une prononciation parfaite? Parce qu'un accent, c'est aussi une partie de notre histoire, de notre identité. C'est une très bonne question.
Est-ce qu'il faut chercher à le gommer à tout prix? Peut-être que la question la plus utile n'est pas comment avoir une prononciation de natif, mais plutôt comment puis-je communiquer avec clarté et avec confiance tout en restant moi-même. Finalement, quelle est la vraie valeur? L'intelligibilité, le fait d'être compris sans effort, ou un idéal de perfection qui, en plus d'être quasi inatteignable, pourrait nous faire perdre une part de ce que nous sommes? C'est une réflexion très personnelle, pour finir.